Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du journal sur Green TV International. Une chasse-poursuite est lancée contre les animaux en divagation dans les rues de Lomé, la capitale togolaise. Cette opération dénommée Faucon 2 est à mettre à l'actif de l'ONG Togo Environnement Propre. Les détails dans ce journal. Au Maroc, les travaux de construction de la plus grande station de dessalement d'eau de mer du continent sont lancés à Casablanca. Quels sont les objectifs de ce projet d'envergure? Les réponses dans cette édition. Et un webinaire sur la campagne Carton Rouge Violence basée sur le genre s'est tenu mercredi dernier. Un accent particulier a été mis sur l'urgence de prendre en compte les effets néfastes du changement climatique sur les conditions de vie des femmes en Afrique. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. On commence cette édition par le Togo, où la deuxième phase du projet Opération Faucon, lancé en décembre 2023 par l'ONG Togo Environnement Propre, poursuit son envol. À cet effet, plusieurs efforts ont été déployés dans le but d'indiquer le fléau de la divagation des animaux en milieu urbain. Plus de précisions dans ce commentaire signé Irène Papadina. Dans le cadre de la lutte acharnée contre les drames engendrés par la problématique des animaux errants, l'ONG TEP est en passe de marquer un tournant déterminant dans la sécurisation des espaces urbains du Grand Lomé. La phase initiale de l'opération Faucon, saluée par ses résultats probants, a posé les fondations d'une approche plus collaborative de la gestion des animaux errants. Avec la mort tragique de plusieurs personnes due aux interactions avec ces animaux, l'urgence de l'action ne pouvait plus être palpable. La TEP a donc emboîté le pas avec une seconde phase encore plus ambitieuse, visant à non seulement continuer le travail déjà entrepris, mais aussi pousser l'initiative à une échelle plus large. Les activités et stratégies envisagées incluent la sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux, l'amélioration des mesures de capture et la relocalisation ainsi que l'instauration de politiques plus rigoureuses en matière de responsabilité animalière. Selon Nemenya Singbe, présidente de l'ONG TEP, ce sont 12 interventions qui ont été nécessaires pour procéder à des arrestations d'animaux en divagation. La vision pour cette année transcende les frontières des initiatives précédentes. Elle envisage l'inclusion de toutes les communes du Grand Lomé dans un élan plus unifié pour résoudre définitivement la question de la divagation animale. Cette expansion géographique témoigne de l'ambition de la TEP de créer un environnement sécuritaire, harmonieux, où les interactions entre humains et les animaux se font dans le respect mutuel. Pour y parvenir, des campagnes d'éducation publique massive sont programmées visant à instaurer une conscience collective quant à l'importance de la maîtrise de la population animale urbaine. L'acte 2 de l'opération servira de pierre angulaire à cet engagement collaboratif, consolidant les partenaires et favorisant l'émergence de solutions durables. Avec un calendrier d'action bien rempli et des objectifs clairs, l'opération Faucon 2 est sur une trajectoire prometteuse pour transformer le paysage urbain de Lomé et garantir la sécurité de ses citoyens face aux défis de la divagation animale. Du Togo, cap sur le Maroc, où le gouvernement dévoile une stratégie d'urgence pour faire face à la crise de l'eau. Plusieurs projets à moyen terme sont envisagés afin de remédier au stress hydrique qui se passe dans ce royaume. Les détails avec Léonce Sag. La hausse des températures due au changement climatique a engendré un stress hydrique inquiétant au Maroc. Le World Resources Institute indique que le Maroc connaîtra une aggravation extrême de stress hydrique d'ici 2040. Selon le ministre de l'Équipement et de l'eau Nizar Baraka, de septembre 2023 à mi-janvier 2024, le pays a enregistré un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne. Pour exemple, le taux de remplissage des barrages s'élève à 23%, en baisse par rapport aux 31,5% enregistrés à la même période de l'année précédente. Face à cette situation, le roi Mohamed VI insiste sur l'importance d'accélérer les projets à moyen terme. Un fonds de 14 milliards de dollars sera donc alloué au Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation
PNA EPI 2020-2027. Évaluée à 250 millions de dollars, la construction d'une nouvelle station de dessalement d'eau de mer à Dakhla a commencé. Elle devrait être opérationnelle en juin 2025 pour alimenter la ville de Dakhla et ses alentours en eau potable. Parallèlement à ça, les projets à moyen terme seront accélérés, notamment les barrages en construction, l'interconnexion entre les bassins de Sébou, du Bourg grec et de Loum Rabia, le programme national des stations de dessalement d'eau de mer, le programme de la réutilisation des eaux usées épurées et celui d'économie d'eau au niveau des réseaux d'approvisionnement et de distribution d'eau potable et d'irrigation. Rappelons que le Maroc est l'un des pays les plus touchés par le stress hydrique, une réalité qui se reflète sur plusieurs domaines de l'économie nationale, en l'occurrence celui agricole, plus gros consommateur d'eau du royaume. On reste au nord de l'Afrique où, face à la sécheresse, les pays du Maghreb rivalisent pour continuer d'assurer l'approvisionnement en eau à leur population. La capitale économique du Maroc, Casablanca, a lancé le 23 janvier dernier les travaux de la plus grande station de dessalement d'eau de mer du continent. La visée de ce projet est de produire plus de 3 millions de mètres cubes d'eau potable par an. Les détails avec Rachidou Mbiriko. Face à la gravité du stress hydrique qui sévit dans le pays, le Maroc n'a plus de temps à perdre. Outre la mobilisation des ressources des barrages, le Royaume mise désormais sur le dessalement de l'eau de mer. Un procédé qui permet déjà au pays de produire annuellement 192 millions de mètres cubes à travers 15 stations de différentes tailles. Avec la seule station de Casablanca, le Maroc ambitionne de doubler ses capacités de production d'eau dessalée. Le Royaume veut atteindre une totalité de plus de 400 millions de mètres cubes par an. L'objectif est d'atteindre les besoins en eau potable des populations et ceux de l'industrie agroalimentaire très consommatrice et pilier de l'économie du Royaume. La station de dessalement de Casablanca aura pour mission d'alimenter en eau la région de la plus grande ville du pays, soulageant ainsi les sources d'eau habituelles réservées à l'avenir, à l'agriculture et à l'élevage. Depuis 10 ans, la sécheresse frappe durement le Maroc, qui a dû se replier vers de nouvelles solutions pour s'approvisionner en eau. La construction d'usines de dessalement est ainsi l'une des priorités du pays dans les prochaines années. Outre celle de Casablanca, 15 autres usines seront construites d'ici 2030 selon le ministre de l'Équipement et de l'eau. Ces projets pharaoniques suscitent parfois la polémique. En ce qui concerne celle de Casablanca, la construction est financée par un consortium mené par l'Espagnol Acciona et deux sociétés marocaines dirigées par le Premier ministre Aziz Kanouch. Du Maroc allant en Algérie voisine où le gouvernement prévoit d'augmenter la capacité de traitement de la station d'épuration d'El Kerma dans la ville méditerranéenne d'Oran. Ce projet permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau d'irrigation dans la plaine de Mleta. Près de 400 millions d'euros seront alloués à ce projet. Les détails avec Alexandra Adekami. Le périmètre agricole de Melta pourrait bientôt être suffisamment approvisionné en eau d'irrigation. C'est à la faveur du projet de réaménagement de l'usine de traitement des eaux usées d'El Kerma qui sera mise en œuvre prochainement dans la ville d'Oran en Algérie. L'initiative a été présentée le 15 janvier 2024 par le ministre algérien de l'hydraulique. Une enveloppe d'environ 14 millions d'euros a été débloquée pour financer les différents travaux prévus dans la station d'épuration d'El Kerma. À en croire les autorités algériennes, le projet permettra de rénover la conduite de pompage de cette installation sur une longueur de 9 km. Ces travaux requêteront le tiers de l'enveloppe de près de 14 millions de dollars annoncée récemment par le gouvernement du pays d'Afrique du Nord. Le deuxième volet du projet de valorisation des effluents concerne la dotation de l'usine d'Arkéman en équipement. Ces travaux devraient permettre d'augmenter la capacité actuelle de traitement de la station d'épuration d'El Kerma, estimée à 90 000 m3 par jour par la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran, soit le tiers de la capacité installée de l'usine qui est de 270 000 m3 par jour. Les eaux usées traitées supplémentaires obtenues après les travaux de réhabilitation de l'usine d'El Kerma seront utilisées pour irriguer les près de 6 700 hectares de terre de la plaine de Melta.
Le périmètre agricole s'étend au sud de la Grande Sebka d'Oran, la deuxième plus grande ville d'Algérie après Alger, avec une population estimée à 936 000 habitants en 2023. La ville d'Oran est également appréciée pour son riche territoire agricole. Et de l'Algérie, nous allons maintenant en Égypte où des investisseurs internationaux et du Golfe ont manifesté leur intérêt afin d'obtenir de nouvelles licences pour investir dans les projets d'énergie renouvelable en Égypte. C'est ainsi qu'une enveloppe estimée à 6 milliards de dollars américains pourrait être investie dans le pays nord-africain. Parmi les alliances candidates à l'obtention de ces nouvelles licences figurent une alliance Europe-Golfe, une alliance chinoise et une alliance indienne. Retrouvons Irène Papadina pour les précisions. Afin de répondre à sa demande croissante d'énergie tout en exportant de l'énergie verte, l'Égypte se tourne vers les sources d'énergie renouvelables. Outre le solaire et l'éolien, le pays veut devenir la plaque tournante de l'hydrogène et de ses dérivés en Afrique. Ainsi, le pays ne manque pas de susciter l'intérêt des investisseurs internationaux. C'est dans ce contexte qu'il a reçu une demande d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars de ses bailleurs de fonds pour l'obtention de nouvelles licences d'investissement dans des projets d'énergie renouvelable dans le pays. Selon Serge Parfait Dioman, expert international en industrie pétrolière et de l'énergie, l'attractivité énergétique de l'Égypte repose sur le fait que le pays dispose d'une irradiance solaire, d'un marché interne qui attire les investisseurs et d'une abondance de ressources humaines. D'après le ministre égyptien de l'énergie, le coût des projets d'énergie renouvelable actuellement développés par le secteur privé en Égypte s'élève à 4,4 milliards de dollars et ces projets porteraient la capacité totale installée d'énergie renouvelable dans le pays à 10 000 MW d'ici 2025. Il convient de savoir que la motivation de ces investisseurs pour accompagner l'Égypte dans son projet d'énergie renouvelable est d'une motivation qui repose sur des objectifs fiables et des objectifs réalisables pour que ce pays puisse atteindre les 42% de part d'énergie renouvelable d'ici 2035. Par ailleurs, l'Égypte compte produire 42% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2035. L'objectif est que l'éolien puisse fournir 14%, l'hydroélectricité à 2% et le solaire à 25%. Parlons maintenant du continent africain en général. Un webinaire sur la campagne Carton rouge aux violences basées sur le genre s'est tenu le mercredi dernier. Au cœur de ce webinaire, le directeur général du réseau de Renaissance africaine et de la diaspora, Dr Djibril Diallo, a souligné qu'il était urgent de prendre en compte les effets néfastes des changements climatiques sur les conditions de vie en Afrique des femmes, une problématique de taille qu'il met en lumière sur le continent. Léonce Sago. Le webinaire a été organisé ce mercredi 17 janvier par le réseau des médias africains pour la santé et l'environnement REMAPSEN. Ils ont mis en évidence l'impact dévastateur du changement climatique sur les femmes en Afrique. Le docteur Djibril Diallo a déclaré que les femmes africaines sont souvent les plus touchées par les conséquences des phénomènes climatiques extrêmes, à savoir la sécheresse, les inondations et la diminution des ressources naturelles. Compte tenu de leur rôle socio-économique spécifique, les femmes se voient exposées aux défis de pénurie d'eau, de nourriture et des moyens de subsistance durables. Ces femmes du secteur agricole sont en effet affectées par la violence et la discrimination, avec des questions d'héritage à l'appui dans nos pays. Le refus d'accès à la terre à ces femmes sont des inquiétudes légitimes soulevées au niveau de la RDN, a ajouté le docteur Djibril. Par ailleurs, il a mis l'accent sur le lien entre le changement climatique et la hausse des violences sexistes. Les tensions liées à la raréfaction des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement peuvent occasionner des conflits dans les communautés. Ceci expose les femmes au risque de violences physiques et sexuelles. Ces réalités soulignent l'importance d'intégrer une perspective de genre dans les politiques et des initiatives atténuantes des effets du changement climatique en Afrique. La vision de la RDN est de populariser les 17 objectifs de développement durable en accordant une place de choix aux femmes ayant pour activité l'agriculture. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous utilisons cette campagne comme point d'entrée vers l'accélération des ODD, a-t-il ajouté. La RDN fait appel à une action commune des gouvernements, des organisations internationales, des ONG et médias
pour examiner les besoins spécifiques des femmes dans la lutte contre le changement climatique. Il est également nécessaire de renforcer la résilience des populations, des femmes en l'occurrence, en garantissant leur participation au processus d'atténuation des effets du changement climatique. La dite campagne porte sur le thème « Engagement et action pour la mise en œuvre d'une stratégie régionale de tolérance zéro au VBG d'ici 2030 » et avait pour point culminant la cérémonie de lancement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Elle se déroulera tout au long de l'année 2024. Parlons maintenant d'énergie pour continuer cette édition. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell cède une partie de ses activités historiques au Nigeria. Shell quitte notamment la région très polluée du delta du Niger au profit d'un consortium de 5 entreprises qui rachètent ses actifs pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Alexandra Adekambi. Un grand acteur de l'industrie pétrolière mondiale se désengage du Nigeria. Il s'agit de la compagnie anglo-néerlandaise Shell qui vient d'annoncer la vente de la filiale Shell Petroleum Development Company of Nigeria qui réalise l'ensemble de ses opérations onshore et en eau peu profonde dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Ces actifs sont repris par Renaissance, une consortium formé des entreprises nigérianes ainsi que polonaises. Coût de l'opération 2,4 milliards de dollars. La finalisation de la transaction est toutefois soumise à l'approbation du gouvernement fédéral du Nigeria. Cet accord marque une étape importante pour Shell au Nigeria, conformément à l'intention précédemment annoncée d'abandonner la production pétrolière à terre dans le delta du Niger, de simplifier le portefeuille et de concentrer les futurs investissements disciplinés au Nigeria sur les positions en eau profonde et en gaz intégré. La compagnie se désengage donc du delta du Niger, le cœur de la production pétrolière du Nigeria. C'est aussi la région la plus polluée du pays, même s'il n'existe pas de chiffres cohérents concernant la quantité de pétrole brut déversé dans le delta du Niger. L'Institut national de la santé estime que 13 millions de barils de pétrole brut ont été déversés depuis 1958 à la suite de 7000 déversements, soit une moyenne annuelle d'environ 240 000 barils. Parmi les responsables de cette pollution figure Shell, qui a d'ailleurs été condamné par la justice néerlandaise en 2021 pour pollution dans les villages de Goï, Ikot Adaoudo et Oruma. Beaucoup de questions restent en suspens après l'annonce de la vente de ces actifs onshore, notamment du paiement des dommages puisque la filiale de Shell devrait verser une indemnisation à ces 3 villages du sud-ouest du Nigeria. Et dans une autre affaire en 2020, la justice du Nigeria a confirmé la condamnation de Shell en 2010, un demi-siècle après une marée noire qui a durement touché l'état de Rivers. La filiale nigériane de la compagnie anglo-néerlandaise devrait payer jusqu'à 400 millions de dollars en guise d'indemnisation pour la communauté Edjama et Boubou, principales victimes de la catastrophe écologique. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, Shell possède également All On Partnership of Energy Access, une société d'investissement qui finance le déploiement des énergies renouvelables. Elle fait d'ailleurs partie des principaux partenaires financiers de l'ambitieux projet d'électrification du Nigeria, dont la stratégie repose sur les systèmes solaires autonomes. Et pour clore cette édition, direction les États-Unis, plus précisément en Californie. Un projet de centrale photovoltaïque de 875 MW de puissance voit le jour. Cette centrale va comporter environ 2 millions de panneaux solaires et offre plus de 3 gigawattheures de stockage d'énergie. Elle deviendra ainsi le plus grand projet solaire avec plus de stockage aux États-Unis. Les détails avec Rachidou Bereko. Les États-Unis veulent faire du solaire leur première source d'énergie. Il est mis en service un nouveau plus grand parc solaire et plus de stockage en Californie. Le projet photovoltaïque de 875 MW de puissance comprend environ 2 millions de panneaux solaires fabriqués aux États-Unis et offre plus de 3 MWh de stockage d'énergie. La centrale s'étend sur 1800 hectares et dispose d'une capacité de près de 3,3 GWh assurée par la batterie LG, Shem, Samsung et Baid.
Le parc dénommé Edward et Sanborn est partiellement situé sur la base aérienne d'Edward dans le comté de Kern en Californie, là où sont actuellement développés de nombreux projets solaires. Le financement de la première phase de ce projet a été bouclé en 2021 et comprend des facilités de crédit garanties d'un montant de 804 millions de dollars. Les États-Unis sont pionniers dans cette technologie depuis 1985, date de la construction de la première centrale thermique. L'administration Biden avait dévoilé des objectifs extrêmement ambitieux en matière d'énergie solaire. En 2021, le pays s'est situé au deuxième rang mondial pour la production d'électricité solaire thermodynamique avec 25% du total mondial derrière l'Espagne. D'ici à 2050, celle-ci pourrait représenter près de la moitié de l'électricité produite aux États-Unis. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur le chaîne TV International.